Des sourires, une accolade et un tête-à-tête de plus d'une demi-heure, la réconciliation semble avoir pris un nouveau virage en Côte d'Ivoire avec la rencontre entre le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et son prédécesseur Laurent Koudou-Gbagbo. C'était en effet leur première entrevue depuis leur duel à l'élection de 2010 et qui avait débouché sur une crise sanglante. Le message des deux personnalités était aussi empreint de calme. Laurent Gbagbo a appelé l'actuel chef de l'État à libérer les personnes arrêtées pendant la violente crise post-électorale de 2010-2011 qui sont toujours en prison, tandis qu'Alassane Ouattara a pointé l'importance de la Côte d'Ivoire et de la paix. Côte d'Ivoire, rencontre entre Ouattara et Gbagbo, la parenthèse de la crise définitivement refermée, c'est le thème de l'émission du jour. Merci à tous et chacun. Avec nous aujourd'hui pour en parler, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, Jonathan. Vous êtes écrivain, expert en communication politique. Face à vous, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. Professeur émérite en coaching intégral, vous êtes également président de l'association Fiat Monde. Patrick Armand-Pouillon, déjà, y a-t-il, selon vous, des motifs de satisfaction de cette rencontre-là qui s'est effectivement tenue ce mardi entre les deux éminentes personnalités ivoiriennes? Je crois que si quelqu'un n'est pas content de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire hier, il faut le placer dans la catégorie des grands sorciers contre ceux qui veulent la destruction de la vie. Sinon, hier, Dieu était là-bas. Dieu était évident. Il a siégé dans cette rencontre, déjà depuis la préparation à l'arrivée de Laurent Gbagbo, dans la réunion au départ de Laurent Gbagbo, Dieu était puissamment là. Et quand Dieu est dedans, on ne peut que saluer en presque qu'on soit sorcier. Lamine Cissé, des motifs de satisfaction? Très, puisque sur ce plateau, nous l'avons bien souhaité et nous avons appelé les Ivoiriens, surtout au président Gbagbo, à baisser la tension, à Alassane Ouattara à aller vers une réconciliation. Et ce que nous avions vu hier, l'atmosphère était vraiment détendue et que c'est eux-mêmes, je crois, ils ont montré qu'eux-mêmes, ils ont besoin de cela. Parce que ça s'est remarqué. L'accueil a été bien honoré, bien organisé. Et puis, ça a eu un impact sérieux dans la conscience collective ivoirienne. Comme l'a dit coach, effectivement, ceux qui, dans leur comportement, s'opposent à cette rencontre, ils n'aiment pas la paix en Côte d'Ivoire, ils n'aiment pas la paix en Afrique. C'est vraiment, c'est de gros sorciers. Patrick Armand-Pouillon, selon vous, est-ce que les deux hommes avaient besoin de cela, de cette rencontre-là, de décrisper la tension? Est-ce que ce n'était pas quelque peu juste pour les flashs? Non, la première chose qu'il faut dire, c'est que même si ils avaient besoin de ça, ils ont fait preuve de grandeur d'amour à travers les images. Personne ne peut dire qu'il a vu de l'hypo. Personne ne peut dire qu'il a vu des gens qui n'étaient pas sincères. Personne ne peut dire ça. Nous avons la capacité de lire les signes. Vous savez, pour être un leader, il faut avoir une grande capacité de gestion de soi. Ils ne l'ont pas fait pendant des années. Hier, il y avait une grande capacité de gestion de soi. Ça, personne ne peut remettre en cause. Hier, leur capacité de gérer leur amertume, de gérer leur colère, de gérer leur frustration, avec des mots, il n'y avait pas de chagrin à gorge. Je crois que sur ce plan-là, on a besoin véritablement. J'ai même entendu Gbagbo la fête, les gars, il faut parler. Et autrement dit, vous les journalistes qui aiment parler, là, il faut parler. Il a terminé avec les journalistes, les gars. Donc vraiment dans le Mouchi, quoi, comme on le connaît. Donc bref, personne ne peut nier le fait que hier, ces deux hommes se sont hissés à la hauteur du grand leader de l'Afrique. Ça c'est un. La deuxième chose, pour être un grand leader, il faut avoir la capacité de la gestion des signes. Là, ils ont aussi géré les symboles, les signes. Ensuite, personne n'est venu en revendicateur. Rappelez-vous cette émission, lorsque nous parlions de Nelson Mandela, nous étions en train de dire que Nelson Mandela allant en négociation avec le président à l'époque de l'Afrique du Sud, Frédéric de Klerk. Il dit, vous m'avez choisi comme interlocuteur parce que vous voulez que j'ai une influence sur ma troupe. Pour que j'ai une influence sur ma troupe, il faut que vous me donnez quelque chose pour me crédibiliser.
crois que c'est ça que Laurent Gbagbo a fait hier, en faisant en sorte que le président Alassane Ouattara puisse lui offrir la libération de ses soldats, afin que ceux qui le critiquent puissent aller à ce rendez-vous, puissent regretter l'avoir critiqué. Donc vous voyez, en réalité, ils ont été, on ne peut plus grand hier dans cette rencontre, et je crois qu'on ne peut pas parler de politique dans cette rencontre hier. J'y ai passé du temps. Alors, les symboles, effectivement... Non, très bonne analyse que le coach a fait, c'est vrai, il a tout dit. Parce que les images sont parlantes. Et surtout qu'il a dit à un moment donné, je donne la parole à Alassane. Après il a souri, il a dit, Monsieur le Président de la République. Ce qui veut dire que tu es mon ami, mais tu es le président. Il reconnaît qu'il est le président de la République. Donc il faut que les gens partent de cela et cessent de vouloir penser qu'il faut continuer à bander les muscles. Aujourd'hui, le contexte, Gbagbo a montré le cap. Laurent, Alassane Ouattara aussi a montré le cap pour dire il faut qu'on s'abandonne pour la Côte d'Ivoire. Et je suis vraiment satisfait parce que, comme moi-même, j'ai été détendu. Quand j'ai vu ça, j'ai été tellement apaisé à l'intérieur de moi-même. Je pense que la grande majorité, ou bien tous les Ivoiriens et tous les panafricains, les populations de l'Afrique de l'Ouest surtout, ont senti un ouf de soulagement en eux. Je crois que c'est ce qu'il faut saluer, quoi, franchement. Patrick Amanpoyon, les deux personnalités, main dans la main, j'aimerais vous demander quel est le message qu'ils essayent d'envoyer au peuple ivoirien. Il a dit tout à l'heure, notre grand leader, c'est analyser, gérer les signes. Oui, ils ont voulu envoyer des signaux forts à la nation. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que les deux sont maintenant prisonniers de ces signes qu'ils ont envoyés. C'est-à-dire que ça les a dépassés eux-mêmes. Donc, eux-mêmes, maintenant, si quelqu'un parmi eux ouvre la bouche, ou le lieutenant de quelqu'un ouvre la bouche maintenant pour attaquer l'autre, c'est la population qui va le saluer. Donc, ils ont envoyé des signaux très forts. Ils veulent dire, nous là, on a quitté dans ça. Nous là, on a quitté dans ça. Alors, si quelqu'un dans ça, il n'est pas avec nous. Si quelqu'un dans ça, il n'est pas avec nous. C'est le signal qu'ils ont envoyé. Ils ont envoyé le signal de nous, on a quitté dans ça. Nous, on a quitté dans Baga. Nous, on a quitté dans Baba. On a quitté dans Roro. C'est ça. Vous parlez Mouchi comme les Ivoiriens là. On a quitté dans Roro. Si quelqu'un dans Roro, il n'est pas avec nous. C'est ça le message qu'ils ont envoyé hier. Donc eux-mêmes ne peuvent pas dire on a quitté dans Roro et après retourner dans Roro. C'est ça. Donc à partir de cet instant, moi je crois qu'ils ont envoyé des signes qui sont très forts et eux-mêmes sont prisonniers de ces signes. Bon, c'est vrai. Ils ont dit dans le discours même, Alassane a dit, mais notre rencontre, nous avons voulu ça, mais c'est aussi la demande populaire. C'est la demande des populations. Donc, je crois que, comme il l'a dit, ils sont dans une dynamique où il faut les suivre. Celui qui veut aller à l'encontre de cela, tu n'es pas avec eux. Maintenant, je crois qu'il faut aller plus loin que ça, quoi. Il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin que ça. Oui. Les deux personnalités ont, semble-t-il, un agenda. C'est évident. Nous allons, avec la complicité de la régie, suivre un court extrait de leurs propos. Nous continuons. Selon vous, quel est l'agenda que chaque personnalité donc avait à cette rencontre-là? Non, déjà, Gbagbo a montré sa priorité. Hein. La priorité, c'est que je ne peux pas être dehors et laisser les autres en prison. Et la clé se trouve dans la main du président Ouattara. Ce qu'il a montré est que ce n'est pas une question de justice, mais c'est une question de volonté politique. Maintenant, il faut que nous ayons vers la volonté politique, parce que la réconciliation a un coût. Toute réconciliation a un coût. Si le coût va permettre à ce que le peuple soit à l'aise, je crois qu'il faut aller vers ce coût-là. Même si ce coût-là est contre soi. Mais si c'est bon pour le peuple, il faut aller vers ce coût-là. Je crois que la première priorité pour Gbagbo, c'est ça d'abord. C'est-à-dire que lui-même, il n'est pas dans sa peau. Et il a dit, je suis le chef de file. Donc, je suis le premier responsable. C'est ce qu'il veut montrer. Donc ça, c'est la première priorité. Et je crois que Alassane Ouattara également, ce qu'il chercherait, c'est que
qu'il aille beaucoup plus loin que cela, puisque libérer les prisonniers qui sont victimes ou bien qui ont été épinglés parce qu'il y avait la crise, le général a dit de les libérer. Je crois que si le président Ouattara sait que s'il n'abonde pas dans ce sens-là, il va créer un clash. Alors, en abondant dans ce sens-là, il est dans la dynamique de la réconciliation. Donc, voilà. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut aller plus loin que ça, quoi. Nous allons donc rapidement suivre un court extrait. Donc, de cette sortie-là, c'était un point de presse assez court, mais il y avait de la matière. Nous allons suivre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Au moment de la crise de 2010-2011, et qui sont encore en prison. Alors, j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi, je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Bien sûr, il y a eu cette crise qui a créé des divergences, mais cela est derrière nous. Ce qui importe, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la paix pour notre pays. C'est, comme dit Laurent, pour nous avancer, aller de l'avant, pour bien sûr nous-mêmes, pour les prochaines générations. Le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Oui, je vais vous dire ceci. Laurent Gbagbo est un fait politicien. Je vous assure. Il a demandé la libération de qui? De ceux de la crise 2010-2011. Il n'a pas demandé la libération de ceux de la crise récente. Au fait, il s'est positionné comme chef de son groupe. Alassane n'est pas tombé dans le piège. Alassane a répondu, nous allons nous voir après août, après la fête de l'indépendance, au cours de laquelle le président Alassane Ouattara va prendre des mesures pour libérer les gens demandés par Laurent Gbagbo. Mais il a ajouté en même temps, nous allons nous revoir en élargissant cette discussion à d'autres, autrement dit, à Henri Konan dédié, de manière à ce que tout le monde se sente concerné. Et sur ce plateau, nous avons dit, il y a 3 chapelles à Abidjan, il y a 3 chapelles en Côte d'Ivoire. Celui qui ne s'inscrit pas dans ces chapelles, Laurent Gbagbo a envoyé un message très clair. Moi, je suis venu demander la libération des miens. Dédié va venir demander la libération des siens. Toi, tu es dans quel sien? Toi, tu es dans quel bien? Alors, cherche ton camp et tu seras libéré. Voilà le message. C'est-à-dire, au-delà, ici, ils savent gérer les signes. Ils ont envoyé des signaux de réconciliation, mais ils ont envoyé des signaux à leurs troupes. Tu veux protéger, retourne dans les chapelles, parce que c'est les chefs de chapelle qui vont parler. Amin Sissi? Non, vraiment, je crois que Coach Ogier, il est très inspiré ce matin. Non, sincèrement, ces analyses il me marche sur les langues presque. Hein. C'est extraordinaire. Alors, je crois que le président Gbagbo, tu vois, Alassane dit Laurent, l'autre dit Alassane. Ce qui veut dire qu'ils sont en train de dire nous sommes des amis. Et je suis avec mon ami. Alors donc, ça, je crois que les Ivoiriens et les populations doivent pouvoir lire cela aussi, quoi, entre les lignes. Et c'est extrêmement important. Alassane a dit, tout est possible. Il faut aller pour la paix de la Côte d'Ivoire, la réconciliation. Ça vaut. On est dans la dynamique de faire tout pour ça. Donc faire tout pour ça, ce qui veut dire que déjà, c'est acté. Moi, je suis en train de voir 2 personnes qui envoient le signal de l'humilité, quoi, de sa propre remise en cause. Parce que c'est le peuple, c'est le peuple, c'est le peuple. Alors, sur ce plateau-là, c'est ce que nous disons, peuple, peuple, peuple. Je vois que cela est vraiment incarné, ce qui veut dire que le passé a enseigné. Le passé douloureux est en train d'enseigner. Mais nous devons le gérer avec beaucoup de prudence. Beaucoup de prudence.
puisque quelle que soit la volonté des deux personnes, il y a toujours les intérêts tapis sous l'ombre qui contribuent toujours à créer des obstacles. Mais de la volonté de ces deux hommes-là, en sachant que c'est irréversible cette paix-là, moi j'ai un bon espoir. Alors, Patrick Amopoyon, le portefeuille de la réconciliation nationale brandit comme un lot de consolation. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de matière? Beaucoup avaient des doutes. Aujourd'hui, on est en train d'avancer, visiblement. Au-delà de la matière, quelqu'un a dit que les grands hommes savent reconnaître quand ils se trompent. Je me suis trompé comme beaucoup d'analystes en traitant Kakabe de tous les noms. Kakabe est un chanceux. Kakabe est béni. Kakabe, dans son silence tactique et stratégique, il montre qu'il a été à l'école de Félix Houphouët-Boigny. Parce que oui, le président Laurent Gbagbo a pris l'initiative d'appeler le président Alassane Ouattara. Mais il a fallu quelqu'un pour préparer cette rencontre afin que dès l'arrivée, il y ait des crispations. Donc c'est pour dire que nous devons avoir, tous intellectuels que nous sommes, l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que non seulement en prenant le risque de Griff trahir son parti politique, nous n'ayons pas fait des mots, pour permettre la réélection de Alassane Ouattara, il a permis qu'aujourd'hui, hier, puisse avoir lieu. Parce que vous vous rappelez sur ce plateau, je disais, si le troisième mandat peut servir à calmer le jeu, et je disais le jour-là, beaucoup reprochent à Alassane Ouattara d'avoir eu un troisième mandat. Mais si à un moment donné, le monsieur s'est rendu compte que ses collaborateurs ne travaillons pas la réconciliation, pourquoi pas un mandat de transition? Pourquoi pas un mandat d'apaisement, de réconciliation, de mise en ordre? Ne soyons pas bornés dans les postures. Ayons le courage de reconnaître que la journée d'hier est une journée qui méritait un troisième mandat. C'est une journée qui méritait qu'on puisse avancer vers ça. Et par rapport à ça, moi je crois que Kakabe, aujourd'hui, mérite tout le monde d'être décoré pour ça, afin que demain, nous puissions le juger sur les actes de demain, en dissociant ça des actes d'aujourd'hui. Mais je voudrais aller plus loin, parce que je ne sais pas si l'émission va nous permettre d'aller là-bas. Qui a pris l'initiative d'appeler Laurent Gbagbo? Je voudrais dire à tous les opposants d'Afrique, à la veille des indépendances, d'envoyer des émissaires chez les chefs d'État, de décrocher leur téléphone, d'appeler. Parce qu'on dit souvent, le gouvernement doit, le régime doit. Non, en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le régime qui a pris l'initiative, c'est Laurent Gbagbo qui a pris l'initiative. Alors, à la veille des indépendances, au lieu de rester sur les plateaux pour demander des grâces présidentielles, il faut prendre le téléphone, appeler, pour demander cette rencontre-là. Au-delà de ça, vous vous rappelez, nous avons parlé des mots de Nelson Mandela. Vous avez vu les mots utilisés par Laurent Gbagbo. Je demande au président d'utiliser les pouvoirs qu'il a. Il n'a pas dit qu'il libère les gens, non, d'utiliser les pouvoirs qu'il a pour voir dans quelle mesure il peut libérer les gens. Il y a le respect de la fonction présidentielle. Je voudrais que ce soit une leçon, cette émission soit une leçon pour tous les opposants d'Afrique, pour prendre l'initiative. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, chacun de nous, nous sommes des êtres d'émotion. Et Laurent Gbagbo a réussi à soigner les émotions d'Alassane Ouattara. Et en retour, Alassane Ouattara a réussi à soigner les émotions de Laurent Gbagbo. Dans ces conditions, plus personne n'est pris dans son orgueil et n'a envie de faire du mal à l'autre. Donc je crois que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire hier va au-delà de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais terminer en titillant à Lamine pour qu'il réagisse, parce que depuis là, il n'a pas réagi. Dès qu'on avait dit ça, il sait qu'il va réagir. Quand les Ivoiriens s'entendent, la France ne peut plus rien faire contre la Côte d'Ivoire. Quand les Ivoiriens s'entendent, la France ne peut plus rien faire contre la Côte d'Ivoire. Alors laissons la France tranquille, réglons nos problèmes et la France n'aura pas voix à chapitre dans nos pays. Par rapport à la Côte d'Ivoire, Lamine Cissé, est-ce que selon vous, la réconciliation nationale, c'est en bonne voie? Ça, vous l'avez déjà dit. Est-ce que la parenthèse de la crise j'ai dit que est définitivement j'ai dit que c'est un bon début, mais il faut aller beaucoup plus loin. La parenthèse de la crise quand je dis il faut aller plus loin, nous avons assisté à la théorie, à l'apaisement, mais il faut aller à la pratique. Dans la pratique. Oui, dans la pratique. Qu'est-ce qu'on y met dans la pratique? Libérer les prisonniers politiques, qu'on supposait être politiques. Ça, c'est
utiliser de tous les pouvoirs et de le faire. Le président Ouattara avait dit, décrisper, en libérant certains, qu'il y avait des gens qui étaient, on va dire, accusés de crimes de sang, notamment des soldats, et qu'il ne pouvait pas les libérer. D'accord. Non, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais vous savez, il faut quand même poser des actes dans ce sens-là. C'est extrêmement important. Mais il faut également que ces 3 chefs d'État-là puissent périodiquement et permanemment se rencontrer et discuter de la Côte d'Ivoire. Parce que moi, mon problème est que je suis dans l'après ces 3 chefs d'État-là. Moi, mon problème n'est pas... C'est eux qui doivent construire aujourd'hui les bases de la génération qui vient, qui vont les remplacer. Vous voyez, au RHDP, au niveau du parti de Alassane Ouattara, mais il a un casse-tête. Il faut une relève de qualité, une relève de paix. Une relève qui puisse permettre de continuer ce flambeau de réconciliation. Chez Gbagbo, je ne pense pas qu'il espère être encore président de la République. Et je crois qu'il doit aussi réunir son FPI et le rendre beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fort pour créer une relève. Mais une relève qui va dans le sens, dans le sens de lui, de la direction de la paix qu'il est en train d'imprimer aujourd'hui. Il faut que Bédié également, associé à cela, plus vraiment un PDCI vraiment fort, un PDCI avec une innovation, etc., une Côte d'Ivoire nouvelle. Quand ils ne seront pas là, la relève sera une Côte d'Ivoire nouvelle. Il faut travailler sur ces éléments-là aussi, c'est fondamental. Maintenant, ce que Patrice a dit, il faut qu'il me touche. Patrice confond. Il confond. Il faut dire à la France de nous laisser tranquilles. Je t'ai dit, notre économie est dans la main de la France. Nos ports sont dans la main de la France. L'eau qu'on boit est dans la main de la France. Nos télécommunications sont dans la main de la France. Nos minerais, nos ressources sont dans la... Vous dites de laisser la France tranquille. Mais quand même, nous disons que la France, nous ne voulons pas que vous nous colonisez économiquement. Et on se bat pour ça. Il dit de se taire, de ne pas parler de France. Mais c'est-à-dire que si tu as mal, tu as une maladie qui te ronge, on te dit de ne pas parler de la maladie. Laisse la maladie te ronger, mais ne parle pas. Mais, Patrice, écoute-moi. Je n'ai jamais dit que la France, la population... Non, l'État français. J'ai dit depuis 1885, quand ils ont partagé le monde, ils ont partagé l'Afrique là. Cette domination-là est là jusqu'à présent. Est-ce que toi, tu n'as pas vu ça? Nous disons, nous voulons avoir une partenariat gagnant-gagnant avec la France. Mais il ne faut pas qu'il gruge nos ressources et l'amener chez lui et nous laisser dans la pauvreté. C'est de cela qu'on parle. Il dit de ne pas parler de ça. On vous aura compris, Patrick Armand-Poyon, nous allons revenir à la Côte d'Ivoire. Selon vous, Patrick Armand-Poyon, est-ce que le président Alassane Ouattara est obligé de faire un geste, effectivement, pour libérer les prisonniers politiques demandés par Laurent Gbagbo, au vu de l'entrevue qu'il y a eu et du contenu de cette rencontre-là? Non, il ne faut pas mettre du sable dans l'affaire de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a bien négocié son affaire. Ne parlons pas d'obliger pour venir mettre du sable dans son affaire. Il a simplement demandé au président Alassane Ouattara d'utiliser les pouvoirs qu'il a, pour voir dans quelle mesure il peut libérer les prisonniers. Ne venons pas gâter son affaire en parlant d'obliger. Les chefs d'État n'aiment pas qu'on dise qu'ils sont obligés. Il a dit, on se voit après août. Attendons août et voyons ce que le président Alassane Ouattara va faire. Ça dit que, permettez que dans cette émission, je ne vienne pas mettre du sable dans le comment on appelle, dans le gamin du président Laurent Gbagbo. Non, il a bien fait son affaire. Ne venons pas gâter ça. Le président Alassane Ouattara n'est obligé de rien. Il est un grand homme. Il a envoyé des signes. Il fera à la hauteur de cette grandeur d'âme qu'il a envoyée au peuple ivoirien. Pour le reste, là, non, ne venons pas mettre du sable dans son affaire. Lamine Cissé, par rapport à la libération des prisonniers politiques ou des prisonniers, on va le dire, en lien avec la crise de 2010-2011, il y a encore des gens en prison, effectivement. Le président Laurent Gbagbo demande à ce qu'un geste soit fait. Est-ce que vous avez bon espoir que ce geste puisse aboutir? Oui, la procédure va s'enclencher. Tu sais, la justice aussi, elle est là. Mais la procédure va s'enclencher. Ça veut dire que ce que Laurent Gbagbo est en train de dire, face, n'est-ce pas, à la stabilité et la paix de la Côte d'Ivoire, rien n'est de trop. On peut même... Parce que la loi, elle est là justement pour protéger les populations, pour amener les conditions. Mais toute loi qui crée des tensions, qui crée, n'est-ce pas, la frustration, qui crée de l'insécurité dans un pays. Et puis, il ne faut pas oublier, nous sommes dans un
cette dynamique de paix qui est en cours là, c'est très très bon pour la géopolitique. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un environnement d'insécurité totale. Et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Il n'y a aucun pays qui est épargné. Il y a eu des attaques terroristes en Côte d'Ivoire. Il est très important d'analyser cela et de comprendre que, en créant, n'est-ce pas, une cohésion nationale à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, on devient plus fort. On devient plus fort contre l'ennemi. Ok? Donc, je crois que Alassane Ouattara va voir les possibilités. Parce que ce qui n'est pas possible, il va l'exposer à Gbagbo pour lui dire, ah, ce cas-là, vraiment, il y a ça et ça. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que il faut que ça soit une concertation permanente entre les deux pour qu'on ne taxe pas de l'autre de manque de volonté. Et cette concertation est dynamique. Et je crois qu'elle est en cours déjà. Parce que vous voyez, Gbagbo, tu sais, c'est quelqu'un qui peut être tendu, il peut être simple, il peut te mettre à l'aise. Mais c'est quelqu'un qui est simple dans ses expressions, simple dans sa manière de faire, et puis qui peut détendre l'atmosphère. Il a détendu l'atmosphère, il a contribué également. Donc moi, je crois que j'ai bonne foi qu'en répondant, n'est-ce pas, d'une façon concertée à la demande de Gbagbo, qui est d'abord la demande populaire, hein, je crois qu'ils vont arriver à des résultats. Des résultats, donc Patrick Armand-Pouillon, une troisième personnalité, Henri Konan Bédié. À quand la rencontre entre les trois personnalités? Non, Alassane l'a dit. Alassane a compris qu'il est enfermé dans un dialogue avec un seul camp, c'est se piéger. Alassane l'a dit. Et Alassane veut cette rencontre à trois dans le but de consolider aussi son parti. C'est-à-dire qu'ils veulent envoyer un signe de « il n'y a que trois chapelles en Côte d'Ivoire ». Et donc, moi j'attends la rencontre Alassane Ouattara-Guillaume Soro, où à la sortie, Guillaume Soro pourra dire « c'est mon père » et Alassane va dire « c'est mon fils ». J'attends cette rencontre. Mais cette rencontre ne dépend pas d'Alassane Ouattara, elle dépend de Guillaume Soro. J'attends le jour où Blé Goudé va décrocher son téléphone. Et au lieu d'envoyer des signaux à Alassane Ouattara, il va envoyer des signaux à Laurent Gbagbo. C'est ça, hein? C'est-à-dire que si nous trompons et on pense qu'en faisant de la prostitution politique, on peut s'affranchir des crises ou des procès, c'est pas évident. C'est Laurent Gbagbo qui parlera de Blé Goudé, mais il attend que Blé Goudé l'appelle d'abord. Donc il va falloir que chacun puisse aller dans le sens de véritable recomposition des chapelles. Et c'est en ce moment que tout le monde sera pris en compte. Mais Alassane a été clair, nous allons élargir cette discussion à d'autres. Parce que ce qui le grandit en tant que chef d'État de Côte d'Ivoire, ce qui lui donne une bonne image, c'est de pouvoir discuter avec les deux dans un climat convivial et sincère, dans des dossiers préparés. Et encore une fois, j'ai entendu Lamine préciser qu'il faut des concertations. Encore Kakabé. Encore Kakabé. Donc vous comprenez que j'avais raison de féliciter ce jeune homme pour le travail qu'il fait pour l'avenir, pour l'histoire. Lui, il a compris, contrairement à d'autres, qu'il faut savoir se sacrifier à un moment donné pour préparer demain, très loin demain, loin là-bas demain. Lui, il a compris. Il faut que les autres comprennent, que Blé Goudé comprenne que demain, ce n'est pas dans 5 ans. Demain, c'est beaucoup plus loin pour eux. Guillaume Soro comprenne que demain, ce n'est pas dans 5 ans, c'est beaucoup plus loin. Parce que dans 5 ans, les grands patrons seront encore là pour choisir leur candidat. Donc, bref, il faut savoir retourner dans les chapelles pour l'avenir. Alors, par rapport à la réconciliation nationale, Lamine Tissé, un commentaire, le portefeuille avait longtemps été critique et beaucoup ont estimé que c'était du vent, mais visiblement, il y a de la matière aujourd'hui. Oui. Je crois que le portefeuille a sa raison d'être. Aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir. Je ne vais pas redire encore ce que mon ami coach Patrick est en train de dire. Je suis d'accord avec lui. Il a fait une très bonne analyse. Mais je suis en train de dire que, évidemment, c'est couronné, parce que ce qui est en train de, on a compris que ce ministère-là a sa raison d'être. Et que le monsieur, il est vraiment franc et sincère dans ce qu'il est en train de faire. Ça lui donne du crédit. Mais il a cité le nom de Blé Goudé. Blé Goudé a eu son passeport déjà, je crois. Hein. Il paraît qu'il a été convoqué. Il a été reçu à l'ambassade ivoirienne à La Haye dans l'obtention, dans le... Et il a remercié le président avec beaucoup d'humilité.
Donc lui, il est dans le processus de réconciliation déjà. Maintenant, le problème, c'est Guillaume Soro. Guillaume Soro, qui devait jouer ce rôle-là, il a raté le coach. C'est pourquoi j'ai dit en son temps, il s'est précipité, il n'a pas été intelligent. Tu vois, il va prendre le train en marche. Alors que c'est lui qui devait chauffer la machine. Il avait une position, à cette époque-là, s'il parlait à Alassane Ouattara, parlait à Gbagbo, essayer d'aller dans le sens de la réconciliation. Mais lui, il allait dans le sens, je veux être président de la République. C'est ça, effectivement. C'est ça tout son malheur. Il voulait tout faire pour être président de la République. Et ça, c'est... N'est-il pas libre en tant qu'Ivoirien? Je ne refuse pas, mais on ne peut pas le faire dans la division. Tu es avec Alassane Ouattara pendant tout ce combat-là. Et automatiquement, tu vas à La Haye pour aller voir Gbagbo. Tu vas à La Haye là-bas pour aller voir Blé Goudé. Maintenant, eux, ils sont en train de se réconcilier. Toi, tu es là-bas. C'est-à-dire qu'il faut toujours aller dans le sens de l'intérêt du peuple. Vous savez, quand vous menez des actions politiques qui vont dans le sens de l'intérêt du peuple toujours, la raison te revient. C'est-à-dire que c'est toi qui as toujours le dernier mot. S'il avait commencé par là et qu'on le combattait dans ce terrain-là, le fait de vouloir rapprocher Gbagbo, Blé Goudé, tout le monde ensemble et abandonner sa personne de dire je dois être président coûte que coûte, il est encore jeune. Il a tous les moyens qu'il faut. Mais bon, jet privé là-bas, etc., etc., Alassane Ouattara est mauvais. Je crois que, quelle que soit la situation, je crois qu'il faut lui pardonner sa faute. Il faut qu'il fasse aussi preuve d'humilité là où il est. Comprendre que le train est en marche, il faut que j'aille avec le train. Et je pense que Alassane Ouattara, Gbagbo, que ce soit Blé Goudé, eux, ils ne feront pas l'erreur de le laisser en marge, quoi, parce qu'il doit accompagner, il doit être dans le lot des gens qui vont aller vers la réconciliation, parce que sinon, ce serait un maillon qui va manquer. Un maillon qui va manquer. Parce qu'il y a des maillons forts, mais il n'y a pas de maillons faibles. Chaque maillon est important dans le dispositif. Patrick Armand-Pouillon, des erreurs stratégiques de la part de Guillaume Soro, effectivement. Non, si Guillaume Soro avait réussi, on ne serait pas en train de dire qu'il n'est pas intelligent ou qu'il a fait des fautes. Non, il a fait un choix politique, un choix stratégique qui aurait pu marcher, qui n'a pas marché. Et il n'est pas trop tard pour corriger. Mais ne disons pas qu'il n'est pas intelligent, ne disons pas qu'il a fait faute. Non, il a fait un choix stratégique qui n'a pas marché. Maintenant, je voudrais préciser aussi, ce n'est pas, je viens de le dire et je le répète, ce n'est pas à Alassane Ouattara que Blé Goudé doit envoyer des signes. Si on reproche à Guillaume Soro de courir vers Gbagbo au lieu de courir vers son père, on doit reprocher à Blé Goudé de courir vers Alassane et de ne pas courir vers son père. Vous savez, il y a 3 chapelles. Blé Goudé n'aura pas de place dans la chapelle Alassane Ouattara. Il doit retourner d'abord dans la chapelle Laurent Gbagbo. Guillaume Soro n'aura pas de place aussi dans la chapelle Laurent Gbagbo parce que les gars de Laurent Gbagbo ne lui font pas confiance. Donc, il doit retourner d'abord dans sa chapelle. Mais ne disons pas qu'il n'a pas été intelligent. Non, il a fait un choix stratégique qui aurait pu marcher. Si ça avait marché, on n'aurait pas dit qu'il n'est pas intelligent. C'est un choix politique. Non, je crois que le mot intelligent, il l'utilise mal aussi. Ce n'est pas l'intelligence générale, je parle de l'intelligence politique. Je parle de... Quand on parle de l'intelligence... Laisse-moi expliquer. Non, laisse-moi expliquer. Parce que quand vous dites qu'il a fait une action qui n'a pas marché parce qu'il n'est pas intelligent, ça parle de l'intelligence dans son sens étymologique. Mais ma pensée, c'est de dire l'intelligence politique. Je vous dis qu'il a fait une très mauvaise stratégie. Je colle l'intelligence, c'est l'intelligence politique dans ce sens-là. Une intelligence stratégique, c'est de cela que je parle. Mais d'une manière globale, il est intelligent. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas intelligent. Donc il faut rectifier cela. Maintenant, est-ce que Blé Goudé, le contact n'a pas rompu entre Blé Goudé et Gbagbo? Ils se parlent. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Hein. Le contact n'est jamais rompu entre Blé Goudé et Gbagbo. Ça, je vous l'affirme sur le plateau là. Bon, le problème est que je crois que ça a contribué à la décryptation même, parce que le fait de recevoir Gbagbo qui retourne, etc., en Côte d'Ivoire, mais le fait que Alassane Ouattara successivement donne le passeport, tout ça là, à l'autre, mais c'est un processus. Blé Goudé n'est pas en marge, hein. Bon, mais celui qu'on doit remercier dans ce sens-là, il a déjà montré sa fidélité à Gbagbo depuis La Haye.
dans toutes ces conférences, etc. Blé Goudé, sans Gbagbo, mais quand même, il perd sa notoriété. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est comme j'ai dit, Guillaume Soro, dans ce combat politique qu'il a mené, dans cette dynamique, sans Alassane Ouattara, quand il s'est déconnecté, c'est-à-dire qu'il devient injustifiable. Et tous les propos qu'il a tenus après, c'est des propos qui vont à son encontre. Voilà, qui vont à son encontre. Parce qu'en fait, les propos qu'il disait quand il était combat, etc., quand on revisite l'histoire et on voit après ce qu'il est en train de dire, ça le décrédibilise, ça le fragilise. Mais c'est une stratégie politique. Non, une stratégie politique qui te fragilise, je dis que c'est ce que j'appelle le manque d'intelligence politique. Une stratégie politique, parce que qui j'étais à sa place là, j'allais le conseiller de faire autrement. C'est pourquoi j'ai dit, il a commis une faute qu'il est en train de payer. Alors, donc, c'est pourquoi j'ai dit, néanmoins, je rejoins le coach, néanmoins, il est un maillon, pas un gros maillon, mais un maillon important dans le dispositif. On peut pas, les autres maillons ne pourront pas aller sans lui. Il faut qu'on l'associe au maillon, sinon il y a un maillon de manquant qui va décryper peut-être la réconciliation. Parce que j'ai dit, Guillaume Soro a joué un rôle capital dans tout ce processus-là, dans la rébellion, dans la réconciliation, dans la gouvernance. Il a joué un rôle fondamental que les autres aussi ont joué. Donc on ne peut pas aller sans lui. Mais j'ai dit, il faut qu'il fasse preuve d'humilité, là où il est en ce moment-là. Qu'il arrête de bander les muscles, de dire des mots durs, etc. Non, qu'il arrête ça. Parce qu'il faut qu'il aille dans la dynamique, comme Patrice Coach l'a dit. Il faut qu'il accompagne ce processus-là. Mais c'est lui qui doit prendre, n'est-ce pas, de la hauteur et comprendre que le train est en train d'aller et me laisser, n'est-ce pas, et faire preuve d'humilité et de courir derrière le train. C'est extrêmement important. Patrick Armand-Poyon, comment associer Guillaume Soro à ce train-là? On sait qu'il est condamné à 20 ans de prison déjà. Et cette fois-ci, c'est une prison à perpétuité. Comment c'est possible? Laurent Gbagbo est condamné, mais il est à Abidjan. Laurent Gbagbo est condamné à 20 ans de prison, mais il est à Abidjan. Tout à fait. Donc, c'est pas possible. Maintenant, je voudrais dire ceci. Nous n'avons pas d'injonction à donner à Guillaume Soro. Nous pouvons l'éclairer pour qu'il prenne sa décision. Il n'a pas occupé les fonctions qu'il a occupées pour venir apprendre de nous comment il doit faire la politique. Dans la vie, on fait des choix. Si les choix marchent, tout le monde t'applaudit. Si les choix ne marchent pas, on dit qu'il manque d'intelligence politique. Non, c'est des choix qu'ils ont faits. Alassane Ouattara a fait le choix d'avoir un 3e mandat. Si ça n'avait pas marché, des gens seraient en train de dire qu'il a fait preuve d'une intelligence politique. Donc, ayons l'humilité de constater qu'ils ont fait des choix. Les choix ont abouti quelque part. Donc maintenant, ce choix n'est pas bon. Dites, de conseillons, mais on n'a pas à leur donner des injonctions. Et je voudrais rappeler, parce qu'il y a des choses qui sont essentielles dans cette émission. Je voudrais rappeler que c'est Laurent Gbagbo qui a décroché son téléphone et qui a appelé. Je voudrais rappeler ça à tous les hommes politiques africains. Je voudrais dire que nous sommes à la fête des indépendances. Et la veille des indépendances, il y a la grâce présidentielle. Alors, en décrochant nos téléphones, appelons pour créer une dynamique. Et ensuite, lorsque cette dynamique n'est pas prise en compte, on pourra maintenant faire chose là. On a insulté Laurent Gbagbo. Ses collaborateurs l'ont insulté. Mais pour avoir décroché son téléphone, pour avoir eu le courage des grands hommes, aujourd'hui, il est célébré. Aussi, je voudrais dire ceci. De tout temps, vous avez constaté que depuis son retour, le président Laurent Gbagbo n'a pas prononcé le mot Blé Goudé une seule fois. Alors ne disons pas, il a déjà fait allégeance à Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo envoie des signes à Blé Goudé. Il envoie des signes à Blé Goudé. Il envoie des signes à Afin Guessan. Il n'a pas prononcé leur nom depuis qu'il est rentré au pays. Alors ne disons pas qu'il a déjà réglé Laurent Gbagbo et qu'il doit chercher maintenant Alassane Ouattara. En tout cas, je sais que chacun de nous écoute. Ils sont très intelligents pour comprendre ce que nous sommes en train de dire et pour faire ce qu'il faut pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir la paix et la paix permanente et définitive. Voilà. Si c'est ça, c'est pas la peine de faire des analyses politiques, hein, puisqu'on n'a pas de leçon à donner à quelqu'un. Non, quelqu'un peut être dans l'action politique et se tromper. Nous sommes là pour faire des analyses. Vous savez, l'intelligence politique, c'est la cohérence dans la communication et dans les actes. C'est ce qu'on appelle l'intelligence politique. Ce que vous reprochez à Guillaume Soro. Voilà, parce que les populations sont intelligentes. Les populations sont éveillées.
Preuve d'intelligence politique, c'est d'être convaincu de ce que vous faites, d'être cohérent dans la communication et avoir une suite cohérente dans les actions qu'on pose. S'il y a une rupture à ce niveau-là, c'est l'intelligence politique. Parce que les populations vous jugent en fonction de cela. J'ai dit Dio Soro, les principes qu'il défendait, et à un moment donné, il y a une rupture. Gbagbo était, Alassane Ouattara était le Messie, etc. À un moment donné, il y a une rupture, il n'est plus le Messie, c'est les autres qui sont des Messies. Tu vas vers eux parce que tout simplement, tu as une ambition politicienne en Côte d'Ivoire. C'est ce qui est l'inintelligence politique. Il devait rester dans ses principes, dans ses bottes. Aujourd'hui, il allait être célébré. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, si j'étais son conseiller politique, j'allais lui dire, ne fais pas... Coach est en train de donner des leçons aux chefs d'État ici sur le plateau. Est-ce que ça veut dire que les chefs d'État ne sont pas intelligents? Il est en train de dire aux chefs d'État, c'est une erreur, il devait faire comme ça, etc. Est-ce que ça veut dire que ces chefs d'État ne sont pas intelligents? Non, si. Parce qu'il a eu en dehors leur erreur qu'il est en train de corriger. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de leçons à donner à quelqu'un. On n'est pas là pour donner des leçons à quelqu'un. On est là pour faire des analyses politiques. Et de l'analyse politique basée sur nos convictions et notre expérience. C'est tout. Donc, les gens ont le droit de prendre ce que nous disons ou de ne pas prendre, mais nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes plus intelligents que les autres. Mais nous avons une vision, nous avons des convictions que nous défendons sur le plateau. C'est tout. Voilà. Patrick Abampoyon, le PDCI se félicite des prédispositions nouvelles du président Alassane Ouattara au dialogue et encourage donc cet esprit de dialogue inclusif. Prédisposition nouvelle, pourquoi? Ah oui, au fait, il faut dire quelque chose, et il faut dire quelque chose dans le bon sens. Je crois qu'ils ont sorti un bon communiqué, pour rester dans la course. Je crois qu'ils ne peuvent que faire que ça. Ils ont comme allié le président Laurent Gbagbo. Ils ne peuvent pas tirer sur le président Laurent Gbagbo. Ils ont donc salué la démarche. Maintenant, ils ont jusqu'à nouvel ordre, ensemble avec le président Laurent Gbagbo, comme adversaire politique, le président de la République. Donc, ils ne peuvent que saluer le bon sens nouvellement retrouvé du président Alassane Ouattara à ses politiques. C'est-à-dire que n'oubliez pas leur positionnement qui parle est important. Alliés de Laurent Gbagbo, ils vont dire c'est le président Alassane Ouattara qui a changé de posture. Comme je l'ai dit sur ce plateau, ne prenons pas ce que les gens disent comme ils ont compris ou ils n'ont pas compris. Prenons ça dans le sens de ce qu'ils doivent dire à un moment précis en fonction de leur positionnement politique. Je crois qu'ils ont salué le fait qu'on va dans la bonne direction et dans les jours à venir, ils seront à la table de discussion aussi et la Côte d'Ivoire va sortir grandie. Alors, le PDCI encourage cet esprit de dialogue inclusif qui emboîte le pas à ses prédécesseurs Henri Konan Bédié et Gbagbo. C'était donc, en gros, le communiqué, une position politique affirmée. On a l'impression qu'il semble dire que ce n'est que maintenant que le président Ouattara semble s'intéresser à cette paix-là. Non, je crois qu'il faut comprendre le PDCI, c'est-à-dire qu'on doit lui voler la vedette de la paix en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il sorte le communiqué, c'est extrêmement important aussi, hein. C'est politique, c'est imminemment politique. Mais il sait aussi la force qu'il a, qu'il ne peut pas être en rade par rapport à ce processus-là. Le PDCI le sait. Il sait que Gbagbo a besoin de lui, Alassane Ouattara a besoin de lui. C'est pourquoi j'ai dit, même cette communiqué pour moi, c'est positif. C'est positif, ça veut dire que ça montre que nous sommes pour la paix. Alors, que ce soit maintenant ou que ce soit avant, mais la dynamique est enclenchée, allons-y. Parce que lui, il avait reçu la semaine dernière le président Gbagbo. Je crois que le comportement de Gbagbo à cette rencontre-là, avec la tension, avec les mots durs, mais aujourd'hui, avec Alassane Ouattara, cela peut-être a contribué aussi à aller vite vers cette réconciliation. Parce que la réconciliation ne doit pas attendre. On ne doit pas avoir... Il faut aller vite. Il faut aller vite vers la réconciliation. La Côte d'Ivoire, les populations, ils sont fatigués pour ces camps de confrontation
au niveau des quartiers, au niveau des... Ça suffit, quoi. Les gens veulent vraiment aller vers la paix. Nous, même qui ne sommes pas en Côte d'Ivoire, les citoyens de la communauté CEDEAO, nous voulons aller vers la paix. Patrice, notre coach, est en train de prêcher tout le temps pour la paix, pour la paix. Tout le monde veut la paix. Et Sika TV a travaillé beaucoup pour aller vers la paix. Donc nous tous, on veut la paix. Je crois que c'est une dynamique qu'il faut saluer. C'est dans le cadre de la positivité que ce communiqué est venu. Et ce communiqué a son impact pour dire nous sommes là et nous aussi, on est preneurs, quoi. Voilà. Plusieurs autres rendez-vous sont prévus, Patrick Armand-Poyon. Rendez-vous à 3, donc, tout au moins, ou avec toute la classe politique dans son ensemble. Il y a d'autres partis, il y a d'autres personnalités politiques qui ne sont pas aujourd'hui citées. Est-ce qu'on doit aller à des assises nationales, selon vous, ou on doit restreindre le schéma aux 3 grandes personnalités d'abord? Si on fait parler tous les Ivoiriens dans une conférence nationale, on aura un bon marché d'Adjavé. Un bon marché d'Adjavé. Je crois que c'est-à-dire, il y a 3 chapelles. Aucun des 3 n'acceptera qu'on parle de dialogue national. Vous allez voir, aucun des 3 n'acceptera. Ça va être un dialogue à 3. C'est pour ça que chacun doit rentrer dans sa chapelle pour être pris en compte dans ce dialogue-là. Chacun doit rentrer dans sa chapelle. Mais je voudrais que cette émission ne reste pas qu'en Côte d'Ivoire. Parce que ce que nous avons vu hier, là, nous attendons ça dans beaucoup de pays africains. Nous attendons ça. Nous espérons ça. Nous prions Dieu pour ça. Donc, ne restons pas qu'en Côte d'Ivoire. Disons aux opposants africains, prenez votre téléphone, puis envoyez des émissaires, prenez votre téléphone, demandez à rencontrer le chef de l'État. Et je voudrais dire aux dirigeants africains, avec toute l'humilité nécessaire, nous attendons ça dans tous les pays africains. Donc, véritablement, pourquoi pas un Jacob Zuma qui prend son téléphone pour appeler le président en exercice de l'Afrique du Sud? Pourquoi pas? Donc, véritablement, je crois que le message de Côte d'Ivoire est un message pour toute l'Afrique, voire, pourquoi pas, pour le monde. Pourquoi pas Donald Trump décrocher son téléphone pour appeler Joe Biden? Donc, vous voyez, ils ont donné une sagesse qu'il faut saluer. Nous les avons critiqués à des moments donnés. Il faut saluer ça et citer ça en exemple. Je crois que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire envoie un message à nos dirigeants, opposants comme au gouvernement, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas... C'est-à-dire, il faut dominer nos émotions. Il faut que notre cerveau domine nos émotions pour nous permettre véritablement d'offrir le meilleur à nos peuples. Oui, mais moi je crois dialogue à 3 ou non. Oui, dialogue à 3, oui, c'est ce qui est la bonne solution d'ailleurs, parce que les 3 constituent les 3 grandes entités de la Côte d'Ivoire en réalité. Alassane Ouattara, PDCI, PFPI, c'est eux les véritables moteurs. Quand s'ils s'entendent tout de suite, il y aura une paix général dans le pays. Ça, il n'y a pas à réunir les gens pour palabrer. Chacun va bander ses muscles. Non, non, non. Les 3 là n'ont qu'à s'entendre sur le processus de réconciliation. Quand ils s'entendent, il y aura la paix et la calmie. Ils vont aller vers des actions de paix. Maintenant, là, je ne suis pas d'accord avec Patrice d'inviter, surtout en Afrique, de dire aux opposants de prendre le téléphone et appeler, comment dire, les présidents. Mais attention, hein, le travail que Alassane Ouattara a fait à la base pour amener Gbagbo, mais c'est un travail... Lui, parce que le contexte ivoirien est un contexte vraiment connu, quoi. Mais alors, le ministre là, qui est en charge de la réconciliation, mais il a fait un travail lui-même, il a dit, il a fait un travail formidable. Mais c'est Alassane qui l'instruit à faire ce travail-là. Il a fait un travail... Ce travail-là a facilité. Et nos chefs d'État aussi n'ont qu'à amener un intermédiaire qui va vers l'opposition. Ils verront, ça serait facile. Mais des présidents qui briment l'opposition, qui les enferment, qui les interdisent de parler, l'opposition a quel pouvoir pour les appeler? Quand même, tous ceux ils ont le pouvoir de la dictature, ils ont le pouvoir de la destruction économique, ils ont le pouvoir de démanteler toute opposition, toute personne, la presse qui parle, on te bâillonne, etc. Ce président-là, quelle opposition va avoir le courage de l'appeler? Parce qu'il n'est pas dans la dynamique de l'âme. C'est les présidents qui ont tout le pouvoir, qui doivent pouvoir s'humilier, de faire preuve d'humilité et de comprendre que le pays ne leur appartient pas et que l'opposition dynamique est importante dans un pays. C'est eux qui doivent prendre le téléphone et dire « Venez, on va discuter ». La responsabilité première incombe au chef d'État, Patrick Armand-Poyon.
Ouais, c'est un opposant qui parle. Donc vous comprenez qu'un opposant va tout mettre sur le chef de l'État. Moi, je veux que nous dominions nos émotions. Si le cerveau des opposants ne domine pas leurs émotions, ils resteront en exil. Il faut qu'ils n'écoutent pas les lamines et qu'ils dominent leurs émotions pour prendre le téléphone et faire ce qu'il faut. La même situation qu'il a décrite est la même situation qui était en Côte d'Ivoire. Nous avons en Côte d'Ivoire un président qui est dans un 3e mandat. Nous avons en Côte d'Ivoire un président qui a emprisonné tous ceux qui ont protesté contre le 3e mandat. Nous avons tout ça. Nous avons Laurent Gbagbo qui était fâché, qui disait des choses de colère, mais qui, malgré tout ça, a dominé son émotion en prenant son téléphone pour appeler Alassane Ouattara. Si les gens ne peuvent pas faire ça, ne demandez pas aux autres de dominer leurs émotions, de calmer leurs troupes, quand les opposants aussi ne peuvent pas dominer leurs émotions et calmer leurs troupes. De toutes les façons, travaille pour préparer le terrain. J'ai entendu plusieurs chefs d'État africains dire ils ne me reconnaissent pas comme président. Comment voulez-vous que je prenne une grâce pour eux? Qu'ils me reconnaissent comme président et je pourrais prendre grâce pour eux. Bref, la porte est ouverte à plusieurs endroits. Il faut que chacun fasse sa part. Il faut faire l'art pour avoir le fouet. Je voulais parler des troupes. Nous allons parler des troupes. Lamine Cissé, le temps imparti à l'émission est quasiment épuisé. On voyait des discours dans chaque chapelle qui étaient des discours un peu enflammés. Aujourd'hui, cette rencontre semble avoir redistribué les cartes. Est-ce qu'aujourd'hui, les troupes auront, je dirais, un peu plus peur à aller à l'abordage ou à répondre à telle ou telle autre personnalité? Quand vous parlez de troupes, vous faites allusion à quoi? Au RHDP, à plusieurs personnalités, des ministres notamment, qui ont répondu par communiqué interposé à la sortie de Daoukro, par exemple. Mais ça, tout est apaisé maintenant. C'est la réconciliation. Vous allez voir, entre les partis, là, il y aura la paix. Ils vont mieux se parler. Parce qu'en fait, c'est le chef qui donne le cap. Ils vont mieux se parler. Vous savez, c'est les mêmes personnes. C'est entre eux. Tu vois, les hommes politiques, là, les acteurs politiques, là, ils se divisent sur leur union, quelquefois. Mais cette atmosphère-là va permettre de mieux se parler entre eux. Parce qu'ils en ont besoin. Eux tous, ils ont besoin de se parler, quoi. C'est ce qui est la vérité. Quand les chefs se réconcilient, automatiquement, ça a un effet d'entraînement à la base. C'est clair et net. Donc, moi, je crois que c'est une dynamique qui aura son impact forcé. Et même pas à la base, dans les marchés, partout, dans les lieux publics, vous allez voir, ceux qui ne se saluaient pas vont commencer à se saluer. C'est ça. Je dis que la clé de la réconciliation se trouve entre les trois personnes-là. Il suffit qu'ils mettent la balle à terre, qu'ils avancent pour la Côte d'Ivoire, et vous allez voir, la Côte d'Ivoire va se porter mieux. Patrick Arbon-Poyon, on voyait quelques ministres qui étaient très offensifs récemment. Certains ont même appelé à ce que le président Laurent Gbagbo retourne en prison. Est-ce que vous pensez que tous ceux-là, aujourd'hui, n'ont plus le droit de citer en Côte d'Ivoire? Je vais vous expliquer. Laurent Gbagbo, à Daoukro, a sorti les muscles. Si l'autre camp n'a pas sorti les muscles, Laurent Gbagbo n'aurait pas vu la nécessité de prendre son téléphone. Vous voyez, c'est des actes posés dans le sens d'aller. Et ça rejoint ce que je disais avant. Si les actes de chacun avaient créé des problèmes, on dirait qu'ils ne sont pas intelligents politiquement. Oui, un peu. C'est-à-dire quand ça marche, c'est bon. Quand ça ne marche pas, il faut simplement tirer les conséquences, mais ce n'est pas une affaire d'intelligence politique. Donc chacun utilise les armes qu'il a. Vous vous rappelez lorsqu'il y a eu Daoukro et que les ministres ont commencé par tirer, je vous ai dit quoi? Ils ont paniqué. Ils ont paniqué. Donc, ils ont dit ce qu'il faut pour rester dans la course. Donc, c'est ça. Donc, je crois que fondamentalement, il ne faut pas tenir rigueur aux uns et aux autres. Comme Lamine l'a dit, les chefs ont monté le cap. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu un communiqué à HDP aujourd'hui pour condamner quelque chose? Est-ce que vous avez vu un communiqué et FPI aujourd'hui pour condamner quelque chose? Non. Même le camp dédié qui n'était pas là-bas n'a pas envoyé un communiqué incendiaire. Donc, vous comprenez que effectivement, il avait besoin de cet échauffement avant d'aller sur le terrain. Maintenant, le match est joué et on a le score du match. Donc, chacun se calme. L'arbitre a sifflé la fin de ce premier match-là. On va se préparer pour le deuxième round. Et le président a donné rendez-vous en août, déjà, pour les fêtes de l'indépendance. Et après, il a donné un autre rendez-vous. J'aimerais surtout que s'il y a défilé en Côte d'Ivoire, qu'on puisse voir Bédié et Alassane Ouattara à côté de Laurent Gbagbo pour le défilé. Ça va être une belle image pour la Côte d'Ivoire. Donc bref, c'est pour dire que véritablement, ne condamnez pas les troupes. Ils ont fait ce qu'il faut. Et n'oubliez pas,
que c'est après qu'ils aient parlé que nous avons fait une émission pour demander à Alassane Ouattara de mettre en prison tous ses collaborateurs qui tirent sur Laurent Gbagbo, et à Laurent Gbagbo de demander à Alassane Ouattara d'arrêter tous ses collaborateurs qui tirent sur Alassane Ouattara. Et ça fait peut-être tout le monde. Donc, bref, la peur. Donc, bref, comprenez qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ne condamnons personne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Faisons en sorte d'aller dans le même sens que Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Oublions le passé et construisons l'avenir. Lamine Cissé. Oui, je crois qu'il a tout dit, c'est vrai. Il a tout dit. Nous sommes dans une dynamique de paix et je souhaiterais que même la CEDEAO, notre sous-région, n'est-ce pas, que les facilitateurs appuient cette initiative et les chefs d'État également s'impliquent parce qu'ils savent régler les problèmes dans les pays des autres, même s'ils ne savent pas régler ça dans leur propre pays. Qu'ils s'impliquent, n'est-ce pas, à aider cette dynamique-là, parce que la Côte d'Ivoire est un dispositif, est un moyen très fort dans la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est extrêmement important. Et je crois que ça va permettre aux populations aussi de mieux respirer, puisque du plan économique, la Côte d'Ivoire est un modèle en Afrique de l'Ouest. Et ça va permettre également d'avoir de l'espoir pour la paix dans le Sahel, parce que le Burkina à côté est en situation très difficile, le Mali est là-bas, il ne faut pas que la Côte d'Ivoire aussi aille dans la même dynamique. La Côte d'Ivoire doit donner des exemples aux autres pays pour que notre sous-région soit une sous-région de paix. Voilà, vous êtes Lamine Cissé, écrivain, expert en communication politique. Face à vous aujourd'hui, Patrick Armand-Pouillon, professeur émérite en coaching intégral, président de l'association Fiat Monde. Messieurs, merci à vous de votre disponibilité pour cette émission. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était donc un plateau consacré à l'actualité de l'heure, la rencontre entre Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, et Alassane Ouattara, actuel président de la République de Côte d'Ivoire. La parenthèse de la crise est-elle définitivement refermée? Vos analyses nous auront aidé à répondre quelque peu à la problématique. Merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. À bientôt pour notre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.